Au cours des batailles de la Révolution, les tricolores étaient loin d'être les meilleurs dans tous les domaines. Domination des Allemands dans la cavalerie, domination des Britanniques dans la marine, domination des Prussiens dans l'infanterie. En revanche, s'il était un secteur dans lequel les Français ont dépassé tout le monde, c'est bien celui de l'artillerie, tant dans la conception des pièces que dans le déploiement sur le champ de bataille. Ensuite, quand l'armée révolutionnaire devient la Grande Armée, Napoléon implique les artilleurs dans toutes les étapes de ses stratégies. Il leur impulse un nouvel esprit, il met au point de nouvelles méthodes, il tente des façons très innovantes d'utiliser les batteries. En quelque sorte, l'empereur a fait entrer l'artillerie dans une nouvelle ère. Cependant, en s'inspirant de lui, l'Europe déploie toujours plus de canons sur le champ de bataille. La guerre est donc devenue plus violente, plus sanglante, plus horrible pour les hommes. Bref, à la croisée de l'innovation et de l'horreur, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les artilleurs de la Grande Armée. Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Phoenix. Pour découvrir ou redécouvrir la longue histoire de France, les éditions Phoenix proposent un catalogue d'œuvres littéraires sélectionnées sur mesure. En rapport avec la vidéo du jour, Napoléon, de Jacques Bainville, un livre paru en 1931 qui retrace l'épopée de l'empereur dans un style éclatant. Immense succès à son époque, toujours un incontournable aujourd'hui, plongez-vous dans l'histoire avec ce livre référence imprimé dans un format royal. Couverture cartonnée, papier de grande qualité, dorure et grande taille pour une lecture confortable, parfait pour offrir en cadeau ou pour une lecture plus personnelle. Dans le même style, découvrez un catalogue qui s'enrichit au fur et à mesure du temps avec l'histoire de la Révolution, l'histoire de Clovis et l'histoire de France jusqu'en 1914. En plus, tous les livres sont imprimés de façon à soutenir l'économie locale. 50% des bénéfices seront en effet reversés à une fondation qui œuvre pour la conservation du patrimoine. Bref, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, juste en dessous de la vidéo. Avec le code BATAILLE3, vous aurez une remise de 10% sur l'ensemble du catalogue, ainsi qu'une livraison offerte en mondial relais. Suivez également notre sponsor sur Instagram pour plus d'actualités, et bonne lecture avec les éditions Phoenix. Dans l'histoire de l'artillerie, la France a joué un rôle central tant dans son développement technologique que dans sa doctrine de combat. De Jean Bureau à Vauban, en passant par Richelieu, les Français ont toujours apprécié cette arme à la croisée des mathématiques et du militaire. Sous Louis XV, quand le royaume est la première puissance mondiale, le roi dispose de l'artillerie la plus puissante du continent. La doctrine de combat est alors plutôt simple, les artilleurs sont disposés à l'arrière de l'infanterie, ils attendent patiemment que la bataille commence, ils tirent sur l'ensemble de la ligne de front de façon à soutenir le feu des fantassins. L'objectif est alors de décupler la puissance de feu de l'infanterie que l'armée considère comme son atout le plus important. Malheureusement, le dernier argument des rois, comme Louis XIV appelait ses canons, se fait surprendre pendant la guerre de 7 ans. D'un jour à l'autre en effet, les armées françaises doivent parcourir de grandes distances à travers l'Europe. Dans ce contexte, ces puissants canons, qui sont aussi très lourds, sont acheminés avec grande difficulté vers les champs de bataille. Le résultat est catastrophique. Contre des armées plus rapides, comme la Prusse de Frédéric le Grand, la France est battue à plate couture. Une fois de plus dans l'histoire, la force d'impact s'est fait dépasser par la mobilité. Dans notre épisode sur les tactiques de l'infanterie napoléonienne, nous avions parlé du comte de Guibert qui tire les leçons de la guerre de 7 ans. Rappelez-vous, il encourageait le royaume à développer le système divisionnaire pour augmenter la vitesse de déplacement des troupes. Ce que nous n'avions pas dit, en revanche, c'est que dans sa doctrine, Guibert parle également de l'artillerie. Celle-ci, selon lui, serait très mal utilisée par les Français. En ce sens, il imagine 3 nouveaux principes qui aideraient la France à prendre sa revanche. Principe numéro 1, renforcer la coopération entre l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. Au lieu d'être simplement en appui des fantassins, les artilleurs doivent faire des combinaisons avec les hommes de rang. Par exemple, au lieu de tirer de façon hasardeuse sur l'ennemi, les batteries peuvent concentrer le feu sur un point fixe, créer une brèche dans le dispositif adverse, y lancer la cavalerie pour empêcher l'ennemi de reformer sa ligne, avant de laisser place à l'infanterie pour créer la rupture. Deuxième principe, montrer de la témérité dans l'utilisation des canons. Jusqu'ici, comme les canons coûtent cher, les artilleurs ne prennent pas de risques et ne s'approchent pas de la ligne de front. Pourtant, pense Guibert, si quelques têtes brûlées sont prêtes à prendre des risques, pourquoi ne pas les laisser s'approcher de l'ennemi et tenter de tirer à bout portant? Plus le tir est proche, en effet, plus il est mortel. Troisième principe, en lien avec le second, si les canons sont chers et que l'on prend des risques avec eux, alors il faut prévoir une logistique à toute épreuve. En d'autres termes, il faut pouvoir remplacer, changer, réparer les pièces d'artillerie et assurer une production suffisante sur les arrières. Pour cela, l'ingénieur français Gribeauval apporte 3 innovations majeures. Petit a,
l'interchangeabilité des pièces. Comme réparer ou remplacer coûte cher, tous les accessoires de tous les canons, comme les roues, les fûts et les caissons, sont interchangeables. Ainsi, si les batteries du régiment 1 sont en mauvais état, les pièces de rechange du régiment 2 peuvent être utilisées pour les réparer. Petit b, la standardisation. L'ingénieur imagine 3 types de canons principaux: le calibre 12, de grande puissance, le calibre 8, de puissance moyenne, et le calibre 4, de puissance réduite. Les manufactures reçoivent alors un cahier des charges détaillant leur processus de production et sont tenues de l'appliquer à la lettre. Ainsi, les pièces d'artillerie conçues à Marseille sont la copie conforme de celles conçues à Strasbourg ou à Nantes. L'objectif est de fabriquer plus vite et d'assurer un contrôle de la qualité sur l'ensemble des pièces produites. Petit c, la création d'un système, qu'on appelle le système de Griboval, qui consiste à superviser la ligne de production, de transport et de déploiement de l'artillerie. Autrement dit, tout, depuis l'ouvrier dans sa manufacture jusqu'à l'artilleur sur le champ de bataille, est supervisé de façon constante. Le lien entre les deux bouts de la chaîne s'appelle le train. Officiers et soldats du train d'artillerie sont chargés de transporter les canons, les munitions et la poudre entre les manufactures et le front. Bref, Guibert et Griboval réinventent la façon de penser l'artillerie. Mais manque de chance, à peine leurs idées sont-elles prises en considération que tout à coup, le roi est guillotiné par la Révolution. Pire, au moment où la première coalition envahit la France, la marine a fait défection, les officiers d'infanterie se sont exilés, la cavalerie n'est plus disponible, tous les pans de l'armée perdent en compétences et en expertise. Tous les pans de l'armée, sauf les artilleurs. Pendant les guerres révolutionnaires, l'armée royale connaît des vagues de purges et de défections sans précédent. Dans ce contexte difficile, alors que 400 000 hommes marchent sur la France, les artilleurs sont les seuls à rester presque entièrement fidèles au gouvernement. La raison, dans ce type d'unité qui promeut la science et les mathématiques, la position dans la hiérarchie n'est pas due à l'héritage, mais au talent. Avec un gouvernement pro-science et pro-bourgeois à la tête du pays, les jeunes capitaines d'artillerie, comme Napoléon Bonaparte, ont une occasion de prouver leur valeur. De plus, le tout-puissant Carnot est convaincu que le salut de la Révolution passera dans l'application des principes de Guibert. Concernant le premier principe, la coopération entre l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie, les premiers essais se révèlent plutôt difficiles en raison de l'incompétence des soldats. Par exemple, lors de la bataille de Wattignies, le 15 octobre 1793, Carnot affronte les Hollandais et les Autrichiens sans parvenir à les repousser. Dans cette bataille, qui se déroule en pleine terreur, les coalisés, retranchés sur des hauteurs, sont près de 20 000. Les Français, de l'autre côté, sont 40 000 et tentent de prendre d'assaut la colline. Seulement, si les républicains sont 2 fois plus nombreux, les soldats sont surtout des jeunes paysans, à peine sortis de leur chaumière. Les artilleurs tentent de créer des brèches pour que s'y engouffrent les fantassins, mais à part hurler « Vive la République » en se jetant sauvagement sur l'ennemi, les Français de la levée en masse sont rapidement dépassés. Heureusement, les artilleurs viennent au secours de l'armée en se montrant plus téméraires qu'à l'accoutumée. Grâce aux nouveaux canons de Griboval, qui sont plus légers et plus maniables que les anciennes bouches à feu, un jeune général prend son courage à deux mains et tente une chose que l'on penserait impossible. Profitant de la brume qui recouvre le champ de bataille, il emmène sa batterie sur une partie peu surveillée de la colline. Après s'en être rendu maître grâce à l'effet de surprise, il pilonne les Autrichiens depuis leur flanc. Surtout, chose encore plus improbable du point de vue adverse, les canons français se rapprochent après chaque tir. Quand les Français repartent à l'assaut, les coalisés sont pris en feu croisé et doivent se retirer de toute urgence. Troisième principe de Guibert, prévoir une logistique à toute épreuve, ce qui, dans le contexte de la Révolution, tiendrait carrément du miracle. En effet, à cause de la pauvreté, de la criminalité, des émeutes et du sabotage, la production est fortement impactée dans tous les départements. Pourtant, loin de céder à la panique, Carnot transforme la France en une véritable machine de guerre. Après que les manufactures aient reçu le cahier des charges de Griboval, en 1791, les commandes de munitions, de poudre et de canons atteignent des niveaux sans précédent dans l'histoire. Mais pour maintenir une cadence élevée de production dans un contexte de révolte, les suspects, à la solde des royalistes, sont exécutés, le prix des matières premières est bloqué, les spéculateurs sont emprisonnés. Malgré le manque d'argent et le manque de main-d'œuvre, Carnot maintient les manufactures à plein régime. De plus, la population est mise à contribution de l'effort de guerre. Chez les élites, tout d'abord, l'école polytechnique est fondée pour former des ingénieurs en 3 semaines. Ceux-ci sont ensuite envoyés en province pour transformer les églises et les monastères en usines,
Enfin, les plus pauvres sont appelés au travail par devoir patriotique. Bref, la Révolution met tout le monde au travail, le canon devient un symbole de la nation en armes. Rien d'étonnant, dans ce contexte, de voir un capitaine artilleur devenir le plus grand général de la France révolutionnaire. À la fin de la Révolution française, quand Bonaparte devient Bonaparte, puis Napoléon, l'artillerie passe de symbole révolutionnaire à atout principal de la Grande Armée. Concernant la coopération entre l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie, l'empereur fait du principe de Guibert sa première priorité sur le champ de bataille. En effet, puisqu'il a désormais une armée surentraînée, suréquipée et surmotivée, les combinaisons des Français sont plus maîtrisées que pendant la Révolution. Par exemple, Napoléon peut concentrer le feu sur un point fixe, faire croire à l'ennemi qu'il s'apprête à lancer l'assaut de ce côté, le convaincre d'y envoyer des renforts, alors que dans le même temps, l'infanterie française se regroupe de l'autre côté. Quand Napoléon donne le signal, les batteries changent la direction des tubes, pilonnent un autre point de la ligne adverse avant que les fantassins ne partent à l'assaut pour créer la brèche. Autre exemple de coopération, comme la bataille de Wattignies l'avait prouvé, il est désormais possible de bombarder et d'avancer après chaque tir. La manœuvre est dangereuse car les canons sont à portée du feu adverse, mais l'effet destructeur d'un tir à bout portant peut justifier la prise de risque. Napoléon, avec ses artilleurs formés dans les meilleures écoles d'Europe, porte cette innovation à son paroxysme. Par exemple, lors de la bataille de Wagram, ce sont 112 canons qui sont alignés ensemble sur 1400 mètres. Cette manœuvre, qui prend le nom de Grande Batterie, est un dispositif complètement nouveau pour l'époque. Les bouches à feu, cette fois portées devant les fantassins, et non plus derrière eux comme le veut l'usage, tirent à boulet rouge sur la cible. L'intensité du tir est telle que l'ennemi ressent un véritable choc à l'instant même où l'infanterie française lui fonce dessus à la baïonnette. Mieux, les artilleurs en profitent pour avancer, et dès lors que les fantassins se retirent, le feu reprend de plus belle. Avec ces pratiques révolutionnaires, Napoléon fait de l'artillerie non plus un soutien au feu de l'infanterie, mais une composante à part entière de l'offensive. Ajoutez le principe de témérité, enseigné dans les écoles, les artilleurs français opèrent toujours au plus près de la ligne de front. Officiellement, la portée d'un canon de Gribeauval varie en fonction du calibre. Un canon de 12 tire jusqu'à 1800 mètres, mais sa portée conseillée est de 900 mètres. Pour un canon de 8, la portée maximale est de 1500 mètres, mais le tir est efficace à 800 mètres. Pour un canon de 4, le boulet parcourt jusqu'à 1200 mètres, mais détruit réellement sa cible à 700 mètres. Ces distances, qui sont officielles et enseignées sur le papier, sont parfois ignorées par les Français. Par exemple, à Friedland en 1807, la batterie de Sénarmont s'approche à moins de 500 mètres des lignes russes. Et au pic de la bataille, l'officier, qui sera fait baron pour cet exploit, approche même à 300 mètres de l'ennemi. Des tirs à bout portant qui mettent en charpie le camp d'en face. Néanmoins, tout cela serait impossible sans le travail du train d'artillerie qui livre les munitions, les recharges et les pièces de rechange. À l'apogée de l'Empire, le travail de logistique va mobiliser près de 100 000 hommes dans toute l'Europe. Des milliers d'ouvriers, des milliers de voituriers, des centaines de contremaîtres, d'ingénieurs, de sapeurs, de garçons d'écurie, de cochers, d'inspecteurs et de formateurs. L'effort de guerre fait vivre une telle proportion de la population que la chute de l'Empire va provoquer une vague de misère. En effet, la fin des contrats d'armement, qui donnaient du travail aux quartiers populaires, met des milliers d'ouvriers au chômage. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique l'impopularité de Louis XVIII lors de son retour à Paris. En stoppant les commandes d'État pour faire des économies, le roi est rapidement critiqué dans les faubourgs. Les scènes de liesse, qui accompagnent le retour de l'empereur lors des 100 jours, sont aussi dues à l'espoir de retrouver un travail et de l'emploi. Problème, à force de défier l'Europe, la coalition apprend de ses erreurs et déploie de plus en plus de canons sur le champ de bataille. Alors qu'en l'an 1800, on compte un canon pour 1000 hommes, on n'en compte déjà plus qu'un pour 590 soldats en 1805. Autrement dit, en 5 ans, le nombre de bouches à feu déployées sur le terrain a été multiplié par 2. En 1812, à l'apogée de l'Empire, Russes et Français ont tellement produit d'artillerie que l'on compte désormais un canon pour 200 hommes à Borodino. Forcément, le nombre de projectiles, de boulets, de munitions qui fusent entre un camp et un autre augmente de façon exponentielle. En conséquence, les blessés graves sont de plus en plus fréquents, la médecine de l'époque est impuissante, les amputations en série sont la seule solution pour les médecins, mais même si les ambulanciers parviennent à sauver du monde, ils découvrent des phénomènes nouveaux comme des répercussions psychologiques chez les soldats. Après une bataille en effet,
Certains ont les oreilles qui sifflent pendant des semaines. D'autres ont tellement vu la mort et la peur qu'ils en perdent le sommeil et deviennent fous. Comme un avertissement que la guerre va devenir de plus en plus industrielle et meurtrière pour les hommes.